Bonjour, bienvenue dans ce cours de des SVT, troisième année collège par corps international collégial, troisième APIC, option français. Ce cours fait partie de l'unité 2, les fonctions de communication et immunité. Alors, c'est la fiche numéro 2, immunité spécifique, appelée aussi une immunité adaptative. Donc l'objectif de cette fiche, c'est déterminer les mécanismes de la réponse immunitaire à voie hémorale et à voie cellulaire, et aussi de déterminer les caractéristiques de la réponse immunitaire à voie hémorale et à voie cellulaire. Donc à la fin du cours, il faut que l'élève arrive à déterminer le mécanisme et les caractéristiques de la réponse immunitaire à voie hémorale et à voie cellulaire. L'immunité acquise ou bien l'immunité spécifique. Donc certains micro-organismes peuvent toutefois persister et se multiplier à l'intérieur du phagocyte par résistance ou par échappement à ces effecteurs microbicides. Dans ce cas-là, l'organisme fait appel à d'autres voies immunitaires. C'est la réponse acquise spécifique. Donc, nous avons vu que la première réaction immunitaire lors de l'inflammation, c'est la phagocytose. Donc, la phagocytose, elle va ingérer tous les micro-organismes, mais il arrive parfois qu'un micro-organisme persiste à l'intérieur du phagocyte. Ça veut dire que le micro-organisme se développe à l'intérieur du phagocyte. Et donc, à ce moment-là, l'organisme il fait appel à d'autres moyens, à d'autres voies immunitaires. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire acquise ou spécifique. On commence par l'observation et l'analyse du tableau suivant. Vous voyez, dans ce tableau, nous avons comparé le nombre des cellules sanguines chez un sujet atteint d'une angine et avec les valeurs de référence, les valeurs témoins normales. Voyons que les hémacées, les globules rouges, on a chez le sujet atteint d'une angine, c'est-à-dire sujet malade, 4,4 millions par millimètre cube. Alors, donc pour le cas normal, c'est la valeur de référence entre 4 millions et 5 millions. Donc, vous voyez que 4 millions,4, donc il est dans l'intervalle de valeurs de référence. Maintenant, les lymphocytes B et T, deuxième ligne, les lymphocytes B et T, nous avons 8267 lymphocytes par millimètre cube de sang. Donc cette valeur, elle est largement supérieure aux valeurs de référence. Donc la valeur de référence, c'est entre 1000 et 4000 par millimètre cube. Nous avons chez le sujet atteint 8267 par millimètre cube. Pour les phagocytes, nous avons chez le sujet atteint 952 par millimètre cube. Chez les valeurs de référence, ça veut dire c'est un sujet sain, c'est entre 200 à 1200 par millimètre cube. Donc, il est dans la valeur. Il est dans l'intervalle, il est dans la norme. Donc, que peut-on en tirer à partir de cette observation? C'est que chez le sujet atteint d'une angine, le sujet malade, on observe une augmentation importante de nombre de lymphocytes B et T. Et donc, la question qui se pose, pourquoi cette augmentation du nombre de lymphocytes B et T chez le sujet atteint? Donc, c'est la réponse, on va émettre des hypothèses, on va chercher la réponse
au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, en effet, au cours d'une infection, on observe que les lymphocytes B et T se multiplient pour participer à la défense de l'organisme. C'est comme hypothèse de la réponse que nous avons déjà posée. Nous avons dit pourquoi cette augmentation de B et T, lymphocytes B et T. La réponse se forme d'une hypothèse. Peut-être que les lymphocytes B et T se multiplient pour participer à la défense de l'organisme. C'est une hypothèse. On va la vérifier par la suite. Voyez avec moi le schéma suivant. Là, on a l'évolution dans le temps du nombre des lymphocytes B et la quantité d'anticorps dans le sang d'un individu infecté par une bactérie. C'est la brucella. Donc la bactérie appelée brucella. Nous avons fait l'analyse du sang d'un sujet atteint en mesurant le nombre de lymphocytes B et la quantité d'anticorps. Ah, les résultats sont les graphiques suivants, les deux graphiques suivants. Donc, d'abord, on va définir c'est quoi un anticorps. Les anticorps. Les anticorps, donc, vous voyez, l'anticorps, c'est une molécule protéique produite par des lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation et pouvant se lier à un antigène spécifique. Donc, le mot anticorps signifie des molécules protéiques produites par des lymphocytes B et après, bien sûr, leur activation. Le mot antigène, c'est quoi l'antigène? Ça, ce sont des définitions à apprendre. L'antigène, c'est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme, c'est le non-soi, et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. Donc, nous avons l'anticorps. C'est quoi l'anticorps? Nous avons dit que c'est une molécule protéique produite par les lymphocytes après leur activation par un antigène donné. Et l'antigène, c'est quoi l'antigène? C'est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme. C'est le non-soi. C'est une molécule étrangère à l'organisme, on l'appelle non-soi. Il est également susceptible de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. Ça veut dire que l'entrée de l'antigène dans l'organisme, elle va déclencher une réaction immunitaire contre cet antigène. Donc, après avoir défini les termes anticorps, antigène, on va faire une petite analyse au résultat du graphique. Pardon. Vous voyez, dans l'axe des ordonnées en bleu là, c'est la quantité d'anticorps anti-brucellose en unité arbitraire. Dans l'autre axe des ordonnées, c'est le nombre de lymphocytes B. Nous avons trois paramètres. C'est le nombre de lymphocytes B et la quantité d'anticorps et aussi le temps. Donc, on commence à faire l'analyse d'abord au début de l'infection. Ça veut dire l'entrée, l'infection. Nous avons déjà parlé de l'infection, c'est l'entrée de l'organisme, de micro-organismes dans le corps, dans l'organisme. C'est l'infection. On observe l'augmentation, vous voyez, suivi avec moi, début de l'infection, de le graphique, augmentation de nombre de lymphocytes B. En bleu, nombre de lymphocytes B. Voilà. Après, donc, le 4e jour, il commence à diminuer. Donc, il revient à 0 le 13e jour. Parallèlement, vous voyez le nombre d'anticorps maintenant, la quantité d'anticorps. On a, après donc l'infection, nous avons observé que parallèlement à l'augmentation du nombre de lymphocytes, on a augmentation de quantité d'anticorps. Augmentation de quantité d'anticorps vers il atteint le pic, le maximum, à peu près 400 vers le 4e jour. Puis il commence
à diminuer vers 100, vers le 13e jour. Donc, vous voyez qu'on a l'augmentation des lymphocytes B, suivie d'une augmentation de quantité d'anticorps, et vers le 5e jour, on observe la disparition des bactéries de l'organisme. Disparition des bactéries. Les bactéries, c'est l'antigène dans ce cas-là. Et donc, ça, c'est l'analyse de ces deux graphiques. On observe une augmentation du nombre de lymphocytes B, puis augmentation de quantité d'anticorps anti-tuberculose et diminution, puis disparition des bactéries. Donc, la question, quelle est la relation donc entre la disparition des bactéries, l'augmentation du nombre de lymphocytes B et d'anticorps? On a augmentation de lymphocytes B, suivie de l'augmentation des anticorps, puis disparition des bactéries. Donc il y a une relation. Quelle est la relation entre ces trois éléments? On va essayer de répondre par la suite. Donc nous avons posé le problème et on cherche maintenant de tout à l'heure. Quelle est la relation entre le nombre de lymphocytes et la quantité des anticorps et la disparition? Donc c'est l'entrée de l'antigène, qui est la toxine, provoque la multiplication des lymphocytes, les lymphocytes B, qui sécrètent les anticorps. Et c'est les anticorps qui vont éliminer l'antigène. Voilà une expérience qui montre une propriété importante de la réaction immunitaire à voie hémorale. On a un cobaye ayant vécu la diphtérie. Ayant vécu la diphtérie, ça veut dire qu'elle est immunisée contre la diphtérie. On prend le sérum, prélèvement du sérum de cobaye qui a l'immunité déjà contre la diphtérie. On a prélevé le sérum, prélèvement sanguin, c'est le sérum. Nous avons déjà parlé de sérum. Le sérum, c'est un liquide prélevé à partir du sang. Il contient essentiellement des protéines et d'autres produits, mais pas les cellules. On injecte le sérum à un cobaye B, puis on injecte la toxine diphthérique. On injecte le sérum d'abord prélevé de A, puis on injecte la toxine diphthérique au cobaye B. Le résultat, la survie de l'animal. Vous voyez dans l'image là, entre les deux cobayes, on a des anticorps présents dans le sérum. Ce sont des anticorps. Et la toxine diphthérique en vert, les anticorps en rouge. Vous voyez qu'il y a une réaction. Ça veut dire que l'anticorps, il fixe l'antigène, il fixe la toxine diphthérique. Il y a une compatibilité entre l'anticorps et la toxine diphthérique, donc la survie de l'animal. Maintenant, pour le cobaye C, on a injecté également le sérum prélevé de cobaye A immunisé, puis on injecte la toxine tétanique, la toxine de tétanos. C'est pas la toxine de diphtérie. Le cobaye A, il est immunisé contre la diphtérie. On prélève le sérum du cobaye A, on injecte le sérum à un cobaye C, et donc le résultat, la mort de l'animal. La mort de l'animal par la maladie de tétanos, parce qu'on a injecté la toxine du tétanos. Donc, même si l'animal C, il a des anticorps, en rouge là, des anticorps anti-diphthériques. Ce sont des anticorps que nous avons prélevés de cobaye A par le sérum. Lorsqu'on injecte le sérum il contient des protéines anticorps en rouge là, qui sont spécifiques à la toxine diphthérique. Mais la toxine injectée pour le cobaye C, c'est la toxine de tétanos. Donc vous voyez la forme rectangulaire, elle n'est pas compatible avec les anticorps, donc il n'y a pas fixation de la toxine tétanique. Vous voyez dans le carreau là, dans le cercle, qui a la forme de carré,
avec les anticorps de forme circulaire. Donc il n'y a pas de compatibilité et donc la mort de l'animal. Ça veut dire que l'anticorps n'arrive pas à fixer, à neutraliser l'antigène qui est la toxine tétanique dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette expérience? Que il y a une spécificité des anticorps. Et les anticorps sont produits chez un animal qui a vécu la diphtérie, sont dirigés contre la toxine diphthérique, n'est pas contre d'autres toxines. C'est pour cela, dans le cas du cobaye C, l'injection de tétanos a provoqué la mort de l'animal parce que le sérum, il contient des anticorps antidiphtériques, n'est pas antitétaniques. Donc, ils sont spécifiques. La réaction est dirigée donc contre un antigène seulement, et donc cette immunité, elle est spécifique. À chaque antigène correspond à un mode de défense particulier. Donc, chaque antigène correspond donc à un mode de défense particulier et avec des cellules et des molécules de l'organisme spécifiquement activées contre lui. Ils sont actifs contre cet antigène. Donc, on parle de la spécificité qui est une caractéristique de la réponse immunitaire à médiation hémorale. Voilà maintenant le mécanisme de la réaction immunitaire à médiation hémorale. Le mécanisme, vous voyez, d'abord on a le lymphocyte B. Nous avons dit que les lymphocytes B, c'est celle qui sécrète, qui produit des anticorps. Donc un lymphocyte B sur lequel il y a des anticorps. Vous voyez qu'il y a reconnaissance entre l'anticorps et l'antigène, la bactérie. Donc, l'antigène de la bactérie, il est reconnu par l'anticorps de lymphocyte B. Il a été fixé par le lymphocyte B, ça veut dire qu'il y a reconnaissance. Vous voyez vers le bas, une autre bactérie, mais l'antigène non reconnu par ce lymphocyte. Il n'y a pas de reconnaissance. Donc, après, revenons vers la partie où il y a antigène reconnu dans le schéma. Lorsque le lymphocyte B a reconnu l'antigène, il y a multiplication et production d'anticorps, multiplication des lymphocytes B qui ont reconnu cet antigène, et donc production des anticorps, une quantité importante d'anticorps contre cet antigène. Et donc, les anticorps, vous voyez dans le schéma, les anticorps, ils fixent l'antigène, et on obtient un complexe qu'on appelle le complexe antigène-anticorps. Et donc, c'est de cette manière, il y a neutralisation de l'antigène, il a été fixé, puis il y a les phagocytes qui vont éliminer ce complexe antigène-anticorps par phagocytose. Donc, l'étape suivante, c'est élimination par la phagocyte. C'est les phagocytes qui vont ingérer l'ensemble antigène, anticorps, et donc par phagocytose. Voici donc le mécanisme de la réaction immunitaire à médiation hémorale. Donc, en résumé, la fixation d'un antigène sur un anticorps membranaire, voilà, c'est la première étape, active la lymphocyte. C'est la première étape, c'est la reconnaissance antigène avec le lymphocyte. La reconnaissance entraîne donc la multiplication des lymphocytes spécifiques à cet antigène. C'est les lymphocytes qui ont reconnu l'antigène. Spécifique à l'antigène et la production d'anticorps libérés dans le sang et dans la lymphe. Donc c'est dans les liquides internes. Les micro-organismes ainsi piégés sont neutralisés puis phagocytés. Donc voilà le résumé du mécanisme immunitaire à médiation hémorale. Maintenant, on passe au deuxième type de réaction immunitaire, c'est la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Vous voyez, on commence par cette observation, l'évolution du nombre de virus et du nombre de lymphocytes T dans le sang en fonction de temps chez un individu infecté par le virus de la grippe. Ça veut dire on va mesurer le nombre de virus
et le nombre de lymphocytes chez un individu infecté par la grippe, le virus de la grippe. Donc, vous voyez, on va faire une petite analyse. D'abord, le nombre de virus au début de l'infection. L'infection, c'est l'entrée du virus dans l'organisme. On observe une augmentation, suivez avec moi la courbe en mauve, augmentation du nombre de virus. Elle atteint le pic vers le 4e jour, puis elle commence à diminuer et elle disparaîtra vers le 10e jour. Les lymphocytes T commencent à augmenter après le 2e jour de l'infection. Elle augmente en parallèle avec l'augmentation du nombre de virus. Elle atteint le maximum vers le 9e jour, puis il commence à diminuer. C'est la même chose, on va poser la question: quelle est la relation entre le nombre du virus, l'augmentation du nombre du virus et l'augmentation des lymphocytes T? Tout à l'heure, nous avons posé la question de la relation entre l'anticorps et le nombre de lymphocytes B et la disparition de la bactérie. Maintenant, la relation entre le nombre de virus, vous voyez, et le nombre de lymphocytes T, parce qu'il y a quand même une relation, l'augmentation des deux, en même temps lorsqu'on a diminution donc, du virus, on a aussi diminution du nombre de lymphocytes T. Donc, on observe une augmentation du nombre de virus après l'infection jusqu'au 4e jour. Ça a déjà dit. Puis, il commence à diminuer et disparaîtra vers le 10e jour. Je refais l'analyse. Augmentation du nombre de lymphocytes T à partir du 2e jour jusqu'au 9e jour, le maximum au 9e jour, puis il commence à diminuer pour disparaître le 14e jour. Bien, la question maintenant qui se pose, c'est l'observation. Quelle est la relation entre la variation de nombre de virus et le nombre de lymphocytes T? Il y a une relation. Quelle est cette relation? Pourquoi cette relation? L'hypothèse qu'on peut poser, les lymphocytes T, bien sûr, sont produits pour assurer la défense contre le virus. Le virus, c'est l'antigène, dans notre cas-là. Donc, les lymphocytes T sont produits pour assurer la défense contre le virus. Donc, c'est la réponse à la question comme hypothèse. On va tester notre hypothèse. Par l'analyse du résultat de cette expérience, on peut vérifier l'hypothèse. C'est comme tout à l'heure. On a un cobaye, un lot de cobayes, c'est pas un cobaye. On fait l'injection de BCG. BCG, c'est un vaccin. C'est le vaccin de bilier calmétigurin, les premières lettres des noms des chercheurs qui ont découvert ce BCG, ce vaccin. Donc, c'est pas important le nom. L'essentiel, c'est de connaître que c'est un vaccin, donc il est atténué, il ne provoque pas la maladie. On l'injecte au cobaye A. C'est un vaccin contre la tuberculose, contre la maladie de la tuberculose, la maladie causée par une bacille appelée la bacille de Koch. Donc, c'est une maladie qui atteint, qui peut détruire les tissus du poumon. C'est la tuberculose. Donc, injection de BCG. Je vous dis que le BCG, c'est un vaccin. Donc, après 15 jours de l'injection de BCG, on a les cobayes sont immunisés. Les cobayes injectés par BCG, ils sont immunisés contre la bacille de Koch. Vous voyez, la bacille de Koch, c'est la cause de la maladie de tuberculose, la bacille de Koch. Donc, on prend
le cobaye A, c'est un cobaye immunisé. Ça veut dire qu'il a l'immunité contre la tuberculose, contre le bacille de Koch. Il a l'immunité grâce à l'injection de BCG. Donc le cobaye A immunisé, on l'injecte le bacille de Koch, BK. Voilà. Après, le résultat, la survie de l'animal. L'animal survit. Cobaye A. C'est normal parce qu'il est déjà immunisé grâce à l'injection de BCG. Deuxième cas, on prend à partir du cobaye B ou bien le cobaye C, comme tout à l'heure, le sérum. Le sérum, c'est le liquide qui contient des anticorps, tout simplement. Il y a d'autres protéines, mais on va pas, dans notre cas, il contient des anticorps. Mais les anticorps contre la bacille de Koch. On l'injecte au cobaye D et on injecte la bactérie de Koch, BK. Résultat, mort du cobaye D. Le cobaye D n'est pas immunisé. Dans le troisième cas, on prélève à partir du cobaye immunisé, on prélève les lymphocytes, on les injecte à notre cobaye E non immunisé, puis on injecte la bacille de Koch, le résultat, survie du cobaye E. Donc, explication. Pourquoi on a survie du cobaye E et mort du cobaye D? Peut-être que dans ce cas-là, le sérum ne permet pas la transmission de l'immunité d'un cobaye immunisé vers un cobaye non immunisé. Dans ces cas-là, le sérum n'est pas efficace. Proprement dit, les anticorps ne sont pas efficaces contre la bacille de Koch. Même si là, c'est un animal immunisé contre le BK, bacille de Koch. Donc, il n'y a pas d'intervention d'anticorps dans ce cas-là, tout simplement. Parce que s'il y a normalement intervention d'anticorps, on ne va pas avoir la mort de l'animal D. Mais, par contre, il y a intervention des lymphocytes. Vous voyez dans le cas de cobaye E, la survie de cobaye E, donc justifier l'intervention directe des lymphocytes. Je souligne l'intervention directe des lymphocytes contre le bacille de Koch. Donc, on peut conclure, dans ce cas-là, le cas de la bacille de Koch, les lymphocytes assurent la défense contre le pathogène. Dans ce cas-là, c'est le bacille de Koch qui se développe à l'intérieur de cellules. Donc, c'est l'intervention directe des lymphocytes contre la bacille de Koch qui est responsable à la tuberculose. Cette voie immunitaire est appelée la voie cellulaire, ou bien la réaction immunitaire à médiation cellulaire. C'est la réaction immunitaire à médiation cellulaire. On n'a pas l'intervention des anticorps, mais on a l'intervention directe des lymphocytes. Les mécanismes de la réaction, maintenant de la réaction immunitaire à médiation cellulaire, vous voyez là, c'est les lymphocytes T, en rose, c'est la cellule infectée par un virus. En jaune, c'est la lymphocyte T, observée au microscope électronique à balayage, grossissement 4000. Vous voyez qu'il y a un contact direct entre les lymphocytes T et la cellule infectée par le virus. Même chose, l'autre photo, schéma, c'est cellule infectée par un virus en cours de destruction. C'est par contact entre cellules lymphocytes T et entre la cellule infectée. Bien.
Donc, le mécanisme, c'est dans le cas d'une infection virale, la reconnaissance d'une cellule infectée par un virus entraîne la multiplication des lymphocytes T. Ça veut dire que lorsqu'on a une cellule infectée par un virus et il y a reconnaissance avec le lymphocyte T, le lymphocyte qui a reconnu cette cellule infectée se multiplie pour donner un nombre important de lymphocytes T. Les lymphocytes T donc ainsi produits sont spécifiques aux cellules infectées. Ça veut dire qu'il y a une spécificité entre la cellule infectée et le lymphocyte T qui se multiplie pour détruire ce lymphocyte, cette cellule infectée. Donc, il y a les lymphocytes T ainsi produits sont spécifiques aux cellules infectées. Ils s'y accolent et les détruisent par contact. Soulignez, les détruisent par contact, ce qu'on appelle la cytotoxicité. La cytotoxicité. Donc, voilà le mécanisme de la réaction immunitaire à médiation cellulaire. En récapitulant par ce schéma-là, voyez donc, on commence du gauche, on a la bactérie ou bien le virus, ce sont des antigènes, ce sont des éléments étrangers, des molécules étrangères au corps. Ce sont des éléments étrangers au corps de l'organisme. Donc la contamination, ça veut dire l'entrée du virus ou bien de la bactérie dans l'organisme, c'est la contamination. Après la contamination, on a le système immunitaire qui va réagir contre cette contamination. La réaction se fait voilà, par les lymphocytes B en vert. Les lymphocytes B, là la couleur verte, c'est les lymphocytes B qui ont reconnu l'antigène. Après reconnaissance bien sûr de l'antigène, ils vont se multiplier en plusieurs lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques à l'antigène reconnu. Et donc, vous suivez avec moi verticalement, les anticorps vont réagir avec l'antigène. C'est la réaction, formation donc de complexes antigène-anticorps, ce qui donc aboutit à la neutralisation de l'antigène ou bien de le micro-organisme. Après neutralisation, il y a intervention de phagocytes qui va phagocyter l'ensemble de antigènes et anticorps, le complexe antigène-anticorps, puis il va les détruire par le phénomène de phagocytose. Revenons vers les lymphocytes T en jaune. On a l'entrée de l'antigène, toujours reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte T, multiplication des lymphocytes qui ont reconnu l'antigène, production des lymphocytes T tueurs spécifiques à cet antigène, et on a donc les lymphocytes vont tuer la cellule infectée par contact entre cellules. Il n'y a pas de production d'anticorps, mais la cellule lymphocyte T qui va détruire directement la cellule infectée par le virus. C'est la destruction par contact de la cellule infectée. Donc ça c'est le schéma bilan de toutes les réactions immunitaires que nous avons vues dans ce cours. Comme évaluation, citez donc les mécanismes de la réponse immunitaire à voie hémorale et à voie cellulaire. Nous avons déjà vu dans la vidéo, vous pouvez les citer. Et rappelez les caractéristiques de la réponse immunitaire à voie hémorale et à voie cellulaire. Et merci. On se verra donc la séance prochaine, Inch'Allah. Merci bien.